Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur RTI1. Voici les titres du 20h de ce 19 octobre. Les hommes et femmes des médias s'engagent contre le cancer du sein. L'initiative est soutenue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a présidé ce vendredi à Grand-Bassam la deuxième journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Il annonce que les vaccins inscrits au programme élargi de vaccination seront gratuits et obligatoires. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour l'organisation de la CAN 2021. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de lancer à Yamoussoukro les travaux de construction des infrastructures des villes de l'intérieur. 24 infrastructures et un village de la Coupe d'Afrique des Nations verront le jour pour le bon déroulement des activités sportives. 107 migrants ivoiriens ont regagné leur pays jeudi en provenance de la Libye. Ces migrants, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été rapatriés volontairement de la Libye grâce à l'action conjuguée de l'Organisation internationale pour les migrations et la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. C'est le 14e convoi de rapatriement volontaire. En Afghanistan, plusieurs personnes ont été tuées lors d'une fusillade jeudi à l'intérieur du palais du gouverneur de la province de Kandahar. Le chef de la police de cette province a trouvé la mort. Les élections législatives sont prévues ce samedi dans le pays. Soyez les bienvenus sur RTI1. Commençons tout de suite par la lutte contre le cancer du sein. Avec cet engagement des hommes et femmes de médias en Côte d'Ivoire, l'initiative est soutenue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a présidé aujourd'hui même à Grand-Bassam la deuxième journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Le vice-président ivoirien annonce que tous les vaccins contre cette maladie intégrés au programme élargi de vaccination seront gratuits et obligatoires. Jérôme Kofi Aboulin. Salle archi-comble avec la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement ainsi que des responsables des entreprises des médias. Preuve que l'engagement pris en vue de la lutte contre le cancer, particulièrement celui du sein, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque indifférence. Les hommes et les femmes des médias, à l'origine de cette mobilisation qui en est à sa deuxième édition, font toujours montre de l'importance de leur rôle dans la société en tant qu'acteurs de développement, comme le souligne le ministre de la Communication et des Médias. Chers amis de la presse, le pouvoir qui est le vôtre est grand. Vous avez le pouvoir de sauver des vies. Vous avez le pouvoir de faire sortir nos concitoyens de l'ignorance. Vous détenez donc entre vos mains une vraie puissance, l'information. Elle permet de savoir, d'agir et de faire agir. Elle permet de choisir les bonnes directions. Elle nous aide à faire les bons choix. Quand il prend à son tour la parole au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qu'il représente, le ministre Kobena Kwasi Agumani indique que le gouvernement est aussi déterminé à accompagner l'initiative des médias pour cette cause. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite donc toutes les femmes de Côte d'Ivoire à se mobiliser autour de Octobre Rose pour mener le combat contre la maladie. Aujourd'hui, le slogan « Tous concernés » prôné par Octobre Rose doit résonner comme un cri de ralliement indispensable pour faire reculer la maladie. Idem pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il évoque le programme du gouvernement et la collaboration des médias pour venir à bout de ce fléau. Le gouvernement ivoirien met en œuvre un programme, il faut dire, hardi de lutte contre le cancer. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de ceux donc de tous les pays du monde, a décidé d'encourager la campagne dédiée à la sensibilisation et à la prévention contre le cancer du sein appelé Octobre Rose. En effet, nous savons que les médias jouent un rôle capital dans la lutte mondiale pour la santé, agissant comme un système d'alerte pour les mauvaises pratiques et comme chantre aussi des bons travaux de recherche. Cette coopération est importante car vous êtes les mieux placés pour transmettre l'information et la sensibilisation sur le cancer, en l'occurrence, et pour faire prendre conscience de la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein. Autre information donnée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui à cette occasion s'est vu décerner le prix spécial de l'engagement pour la lutte contre le cancer du sein. C'est la gratuité des vaccins contre tout type de cancer
qui seront inscrits dans le programme élargi de vaccination. Le témoignage émouvant d'une dame qui lutte contre la maladie et autres prestations d'artistes pour la sensibilisation par des dépistages précoces, ainsi que la signature d'une charte par des partenaires, ont également marqué cette deuxième édition consacrée à la lutte contre le cancer. Des temps forts qui, en quelque sorte, en appellent à des gestes de solidarité destinés à combattre et vaincre ce mal pernicieux, autrement dit, ce tueur silencieux. Et justement, la Côte d'Ivoire, mobilisée contre ce tueur silencieux qu'est le cancer du sein, s'active également pour l'organisation de la CAN 2021. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de lancer à Yamoussoukro les travaux de construction des infrastructures des villes de l'intérieur. 24 infrastructures et un village de la Coupe d'Afrique des Nations verront donc le jour pour le bon déroulement des activités sportives. Alexis Ouedraogo pour le reportage. C'est en Côte d'Ivoire que se tiendra la CAN 2021, le rendez-vous continental des amoureux du ballon rond. Ce vendredi à Yamoussoukro, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux des infrastructures qui accueilleront l'événement à l'intérieur du pays. Et pour le représentant du maire de la cité haute, pas de meilleur endroit que la terre du père fondateur. Notre pays organisera une des meilleures cannes de l'histoire du football africain. Ce site retenu pour ce stade est un lieu sacré et donc source de puissance et de succès. En bouchant la même trompe, le gouverneur du district a invité les chefs traditionnels à s'impliquer pour le succès des travaux. Occasion pour lui d'adresser un plaidoyer pour la ville et plusieurs de ses infrastructures fortement dégradées. D'une capacité de 20 000 places, ce stade, construit à Yamoussoukro, aura ses répliques au format plus ou moins important dans les villes de Korogo, 20 000 places, Bouaké, 40 000 places, San Pedro, 20 000 places. À Abidjan, 2 stades sont retenus, celui d'Ebampé dont les travaux devront prendre fin en 2019 et la réhabilitation voire extension du stade Félix Houphouët-Boigny. Pour ce premier gros chantier de son portefeuille, le ministre des Sports, Dan Opoulin, n'a pas manqué de remercier les chefs et propriétaires terriens, premiers partenaires de ce projet. Il s'est voulu rassurant. C'est l'occasion pour nous de rassurer la Confédération africaine de football que la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, sera fin prête dans les délais requis pour que l'organisation de la CAN 2021 respecte les cahiers des charges. Le gouvernement assure que des dispositions pratiques seront prises pour accueillir à l'Ivoirienne le flot des participants à cette CAN. Il s'agira d'offrir à la jeunesse africaine, et ivoirienne en particulier, l'une des plus belles fêtes que l'Afrique ait connues. Nul ne peut l'ignorer, le sport est porteur aussi de valeurs fortes, telles que le courage, l'honneur, la discipline, l'honnêteté, la tolérance ou encore le fair play. Je reste persuadé que cet événement majeur du football africain permettra de développer l'esprit d'équipe, la solidarité, la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens. La cérémonie a pris fin avec des dons du chef du gouvernement. On reste à Yamoussoukro. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que vous venez de voir, ont lancé le hub franco-africain pour l'éducation. Il s'agit d'un réseau de partenariat entre des écoles ou universités françaises et ivoiriennes en vue de délivrer la même formation et le même diplôme. Le but est de fournir des cadres bien formés aux grandes entreprises. Alexis Ouedraogo. INPHB de Yamoussoukro ce jeudi. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a à ses côtés le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ils viennent officiellement lancer le hub franco-ivoirien pour l'éducation. Avec cette plateforme, les étudiants africains dans la sous-région peuvent désormais se former ici en Côte d'Ivoire et obtenir leur double diplôme. Ces partenariats, c'est la possibilité, par exemple, pour un étudiant de Bouaké, tout en passant son master ivoirien, d'obtenir le diplôme de l'université française partenaire, ou pour un étudiant du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville,
de passer en même temps une licence professionnelle française et une licence professionnelle ivoirienne. Et comme les étudiants ivoiriens ne manquent pas de potentiel, les résultats sont au rendez-vous. Présents pour ce jour, plusieurs responsables de grandes écoles françaises et ivoiriennes allant des domaines de l'aviation aux relations internationales. La France n'entend nullement fermer les portes de ses universités aux étudiants africains, mais nous pensons que notre mission est aussi d'aider la jeunesse africaine à trouver chez elle une offre de formation adaptée à ses besoins. L'initiative sera aussi l'occasion de renforcer l'assise de la francophonie. Entre autres atouts considérables, la mobilité des cours, la promotion de l'ouverture sur le monde. Il s'agira de nous engager tous ensemble vers des nouveaux modèles, de travailler, d'étudier, de vivre ensemble en adéquation avec les objectifs d'excellence et de performance visés par la création du hub franco-ivoirien pour l'éducation. Une série de signatures d'accords entre établissements français et ivoiriens a eu lieu avant la visite guidée du site, occasion pour le chef du gouvernement de discuter avec les étudiants en master Big Data en classe prépa et ceux de l'école supérieure d'agronomie. Vous avez des Ivoiriens qui ont aujourd'hui un diplôme d'ingénieur en Côte d'Ivoire, qui est en même temps reconnu donc, au niveau des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et ce qui est impressionnant, c'est d'avoir vu donc, dans les exposés qui nous ont été faits, des étudiants donc, français qui viennent terminer leurs études donc, ici en Côte d'Ivoire, et ça me paraît vraiment formidable. Le père fondateur de la nation ivoirienne le disait, il faudrait que nous laissions à la génération future plus que nous avons reçu à l'exercice. Bonne note pour le gouvernement. Je vous conduis à présent sur le corridor Abidjan-Lagos pour nous imprégner des travaux de réhabilitation qui ont démarré depuis le début de cette année. Vous allez voir, sur l'axe Aboissonoé, frontière du Ghana, les travaux avancent bien. Par contre, on enregistre un retard de livraison des travaux relatifs au bitumage de la voie Grand Bassam-Mouzinkro. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'y est rendu ce jeudi. Le témoignage de Francis Boifo. Axe Grand Bassam Nzinkro dans la région du Sud Komoué, 45 km de route à bitumée. Les travaux démarrés il y a 8 mois devraient être livrés depuis le 14 août dernier. À ce jour, seulement 18% de taux de réalisation enregistrés. C'est le constat fait par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au terme d'une visite de terrain. Même les 18% qui ont été réalisés sont d'une qualité douteuse. Nous venons d'arriver sur le chantier. Nous avons constaté qu'il n'y a aucun engin approprié pour pouvoir donc terminer les travaux, alors qu'ils ont pris l'engagement de pouvoir terminer avant la fin de l'année. Je pense que cette entreprise est incapable de pouvoir donc réaliser ces travaux-là. Alors, question, y a-t-il eu défaillance dans l'attribution du marché? Lorsqu'on lance un appel d'offres, il y a un personnel clé qui est indiqué dans le rapport, il y a du matériel qui doit être disponible. C'est au vu de tout ça que le marché a été attribué à l'entreprise, conformément aux règles de la Banque mondiale. À la vérité, on se rend compte que le personnel qui a été indiqué, ce personnel-là n'est pas disponible. En 6 mois, ça fait le 3e directeur de chantier. Les engins qui doivent être utilisés ne sont pas disponibles. Nous allons rendre compte au gouvernement de sorte que les décisions appropriées soient prises. Financée par le groupe de la Banque mondiale, la réhabilitation de la voie Grand Bassam Nzinkro est une des composantes du projet d'amélioration des infrastructures de transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Et dans la capitale économique ivoirienne, bientôt le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody enregistrera la construction de 3 échangeurs pendant qu'au port d'Abidjan et que céréalier verra le jour. C'est le fruit de la coopération ivoiro-japonaise. L'annonce de ces bonnes nouvelles a été faite à Bali, en Indonésie, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Adama Koné revient de l'Indonésie. Dans quelques années, le boulevard Mitterrand présentera un nouveau visage pour un meilleur trafic dans la commune de Cocody et partant la ville d'Abidjan. 3 échangeurs sont annoncés au carrefour de l'école de police, à la Riviera Palmeraie et au kilomètre 9. C'est un des acquis de la mission conduite par le ministre de l'économie et des finances à Bali, en Indonésie. Un des projets importants, c'est le projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet est programmé d'achever en mai 2022. La coopération japonaise compte aussi réaliser un quai céréalier.
Les premiers financements de ces projets s'évaluent à près de 200 milliards de francs CFA et la signature de l'accord est prévue pour le mois de novembre à Abidjan. Ces projets font partie du Plan national de développement PN2 2016-2020 qui consacre 60% des financements au secteur privé. Et justement, le secteur privé peut compter sur la Société financière internationale, SFI. Il faut que le secteur privé vienne. Et donc pour qu'il vienne, il faut qu'il vienne et qu'il investisse. Et après, on peut financer. Mais il faut d'abord qu'il y ait les investissements. Donc avec le ministre, on s'est mis d'accord sur toute une liste de secteurs où on veut aller chercher les investisseurs. Par exemple, on peut imaginer la privatisation de hangars pour les produits agricoles qui permet de financer les produits agricoles, d'avoir un préfinancement des produits agricoles. Et on peut le faire de façon proactive. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Les autres investissements de développement, de lutte contre la pauvreté et de création de climat attractif pour le privé, soit 40% sont à la charge de l'État. Une des sources de mobilisation des fonds pour l'État est l'appel au marché financier international. Le gouvernement veut alors aller sur ce marché en se donnant toutes les chances de séduire les investisseurs étrangers. Pour ce faire, le ministre Adama Kone a battu le rappel des partenaires techniques en Indonésie. J'ai vraiment l'honneur et la chance de pouvoir travailler avec le pays sur les marchés des capitaux et maintenant de plus en plus aussi avec les projets prioritaires du pays. C'est un marché qui est en pleine croissance, c'est un marché qui a des taux de croissance les plus importants en Afrique. On parle beaucoup d'investissement dans des projets d'infrastructure et nous aimerions être vraiment les partenaires dans ce développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'entoure ainsi de partenaires techniques, financiers et stratégiques pour mieux mener sa marche vers le développement et repousser les frontières de la pauvreté. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant que le Japon, ami et partenaire de la Côte d'Ivoire, débloque pour le projet de construction du marché central et l'aménagement du débarcadère de Sassandra. C'est un don complémentaire qui doit donner un coup de pouce au secteur de la pêche dans cette région. Les deux parties ont signé la convention aujourd'hui à Abidjan. On retrouve Adama Kone. Retour de mission actif pour le ministre de l'Économie et des Finances. À peine rentré de Bali, qu'il signe avec la coopération japonaise un avenant à l'accord de don pour la construction du marché central et l'aménagement du débarcadère de Sassandra. Montant 1,516 milliard de francs CFA. Motif? Les difficultés majeures donc liées notamment à l'exploitation du site de construction du marché sont apparues au démarrage des travaux. Le Japon, soucieux donc de la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits, a alors décidé donc à la demande de notre gouvernement d'accorder au projet une enveloppe additionnelle, ce qui explique un peu notre présence ici aujourd'hui. L'enveloppe complémentaire du Japon est une particularité qui doit permettre d'accélérer les travaux. Ce don complémentaire constitue une exception des exceptions de la modalité de coopération japonaise, grâce à la meilleure compréhension des contribuables japonais. Grâce à cette signature, je suis convaincu que les travaux restants seront davantage accélérés pour que le marché central soit mis en service comme il faut avant mars 2019. Le projet d'aménagement du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra vise le développement de l'activité halieutique en lui donnant plus de valeur ajoutée. Je l'annonçais dans les titres, 107 migrants ivoiriens ont regagné leur pays hier jeudi en provenance de la Libye. Ces migrants, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été rapatriés volontairement grâce à l'action conjuguée de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. C'est le 14e convoi de rapatriement volontaire qu'ils organisent. Olivier Iriebi Abou Sanongo pour le reportage. Ces hommes et ces femmes ont mis leur vie en péril, passant par la Méditerranée en voulant rejoindre l'Occident. Leur rêve brisé, ils regagnent le bercail avec beaucoup de peine. Les pires moments de leur aventure, ils les racontent avec amertume. Réfugiés! 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 Prends courage! Je suis arrivé dans mon
pays, je suis en guerre de mon président. Il fait peur, on ne peut pas parler. C'est pas bon. En tout cas, vraiment, la Libye n'a pas été facile comme nous le pensons. Vraiment, nous avons subi les humiliations, la torturation. J'aimerais dire à mes amis, en tout cas, la Côte d'Ivoire est mieux. Si vous avez votre président qui vous aime, restez en Côte d'Ivoire et cherchez-vous. Engagé dans le rapatriement volontaire des migrants en détresse dans le Maghreb et bien d'autres pays, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration, favorise le retour des jeunes Ivoiriens en difficulté. 14e convoi, cette fois-ci nous avons 107 personnes à bord, surtout un cas assez tragique, assez difficile. C'est le cas d'une jeune Ivoirienne accidentée qui allait perdre l'usage des deux jambes si une intervention chirurgicale n'intervenait pas. Ici à l'aéroport, c'était une scène particulièrement émouvante qui nous situe dans le contexte de toute l'humanité qu'il y a dans le drame de la migration, qu'il faut comprendre au-delà de tous les discours. Il y a un drame humain qu'il va falloir résoudre et dans la solidarité internationale. Le recensement pour l'OIM avec le gouvernement ivoirien se fait donc dans les centres auxquels l'OIM a accès, où nous présentons à tous les migrants présents la possibilité d'un retour volontaire au pays. La prise en charge des ex-migrants dans le tissu social reste une question qui préoccupe le gouvernement. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant apporte également sa collaboration. Depuis janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus de 4 777 migrants qui ont pu bénéficier du programme de rapatriement volontaire. Selon le chef de mission de l'Organisation internationale pour la migration en Côte d'Ivoire, un peu plus de 4 000 migrants ivoiriens se retrouvent encore dans les pays du Maghreb et pourront regagner dans les prochains mois le pays. Ce convoi de 107 migrants en provenance de la Libye porte à 7 le nombre d'opérations de rapatriement enregistrées au cours de cette année 2018. La Côte d'Ivoire vient de célébrer la journée mondiale de la femme rurale décrétée par les Nations Unies. C'est la commune de Songon qui a abrité l'événement. Le gouvernement a rendu hommage à la femme rurale et a réaffirmé son engagement à lui apporter le soutien nécessaire pour faire d'elle le levier du développement économique et social du pays. Notez que 75% des femmes rurales dans le monde vivent en dessous du seuil de pauvreté. Loin de Songon à Boaké, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Coulibaly Sangafoua, a inauguré le premier centre de classement de coton de Côte d'Ivoire, un centre qui aura pour principale mission de contribuer de manière active à restaurer le label du coton ivoirien sur l'échiquier international. Et l'inauguration s'inscrit dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée. Kader Sogodogo, j'y arriverai. La production de coton-graines à l'issue de la campagne 2017-2018 a atteint les 413 205 tonnes avec un rendement de 1263 kg à l'hectare. Le défi de relever la production cotonnière après la décennie de crise s'affiche au fil des ans. Dès lors, le défi du repositionnement du coton made in Côte d'Ivoire à l'international s'impose. Il va passer nécessairement par l'aspect qualité. Le pays se donne désormais les moyens d'atteindre cette qualité. Le tout premier centre de classement de coton de Côte d'Ivoire 3CCI vient de voir le jour à Boaké. C'est au centre du pays. Le centre de Côte d'Ivoire a pour mission principale de confectionner les types de ventes nationaux et de déterminer de façon objective les caractéristiques commerciales, la marque, la longueur de soie, le micronet de toutes les balles produites en Côte d'Ivoire conformément aux normes internationales. Le centre contribuera à terme, de manière active, à restaurer le label du coton ivoirien sur l'échiquier international. Le centre, qui a coûté 650 millions de francs CFA, est le fruit d'une santé de fer entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'Union européenne. Il vient à propos pour mettre en exergue la vision du gouvernement de confirmer l'agriculture comme le poumon de l'économie ivoirienne. Si nous avons pu parcourir ce chemin, ressusciter cette filière, la remettre sur pied, la faire marcher à nouveau. Et bientôt, nous allons la faire courir. Et pour la première fois, elle va s'envoler, toujours avec le soutien de l'Union européenne. Les producteurs ivoiriens, de quelque filière qu'ils soient,
ont des produits dont la qualité est de classe mondiale. Ce centre sera géré au quotidien par l'Intercoton. Le centre a une capacité d'exploitation de 10 000 échantillons par jour. Il emploie 37 personnes et est doté de salles spécialisées avec du matériel de dernière génération. Son inauguration s'inscrit dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée JIAD 2018. Voilà, c'était un reportage de Kader Sogodogo. Ce vendredi 19 octobre, le RDR, représenté en haute par C.A. Honoré, secrétaire général adjoint chargé du monde de la culture, et Dirasobama Ferima, secrétaire général adjoint chargé de la solidarité et des actions sociales, s'est rendu donc au cimetière de Williamsville sur la tombe du fondateur du RDR, Guéni Kobina, pour commémorer la date de son décès. Oyon Télé Soro, Herman Divé. Une délégation du Rassemblement des Républicains au cimetière de Williamsville, sur la tombe du premier secrétaire général du parti, Guéni Kobina. Instant recueillement pour la prière commémorative en cette date anniversaire de la disparition de Guéni Kobina. Des souvenirs inoubliables restent gravés dans la mémoire des cadres du RDR. Chaque année, nous le faisons et nous ne l'oublierons jamais parce que pour nous, c'était un grand homme et il reste un grand homme. En ce qui me concerne, j'avais des liens un peu particuliers avec Guéni Kobina. En 90, nous étions les deux candidats indépendants. Lui à Cocody, moi au plateau. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai réussi au plateau. Et lui, malheureusement, ça n'a pas été pour lui. Et nous avons été engagés derrière Alassane Ouattara. Nous avons cru en sa vision. Et c'est dommage que Guéni ne soit pas là aujourd'hui pour le voir à l'œuvre. C'est beaucoup de peine, beaucoup de regrets pour nous. Mais il avait souhaité qu'Alassane Ouattara dirige ce pays. C'est le 19 octobre 1998 que Guéni Kobina, premier secrétaire général du RDR, a tiré sa révérence. Le FPI rend aussi hommage au professeur de cardiologie Abou Ndoye Raymond, ancien vice-président du Fonds populaire ivoirien décédé. Le président du FPI, Afin Guessin, et des cadres du parti se sont souvenus de son œuvre et de son travail dans sa famille politique, le FPI. Oyontele Soro, Sidonie Davila. Le Front populaire ivoirien rend hommage à Abou Ndoye Raymond, décédé le 8 septembre 2018 à Agboville. Alors qu'il tenait la vice-présidente du FPI, chargée successivement de l'Agnébitiassa des élections et de la vie du parti. Sa disparition est une perte importante pour le Front populaire ivoirien. Ndoye Raymond est un pilier du Front populaire ivoirien, de par son histoire personnelle avec la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire, son parcours avec le président Laurent Gbagbo, son expérience politique acquise pendant plusieurs années en Europe, en Côte d'Ivoire sur le terrain. C'est véritablement un monument de la politique ivoirienne, ancien ministre. Son rêve, c'était de tout faire pour ramener le Front populaire ivoirien au pouvoir. C'est pourquoi il s'est engagé à mes côtés. Je crois que la victoire que je viens de remporter dans la région du Moronou est un cadeau, un témoignage que nous devons dédier à Ndoye Raymond. Responsable du service de médecine et des urgences de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, professeur Abou Ndoye Raymond a intégré le FPI en 1994. Voilà, je vous livre à présent ce communiqué de la Commission électorale indépendante, communiqué relatif au contentieux de l'élection des conseillers régionaux et municipaux. La Commission électorale indépendante, CEI, informe les électeurs, les candidats et listes de candidats à l'élection des conseillers régionaux et municipaux du 13 octobre 2018 que, conformément aux dispositions légales en vigueur, ils disposent d'un délai de 5 jours francs à compter de la date de proclamation des résultats pour contester la validité des opérations électorales de leurs circonscriptions respectives. Ainsi, pour les résultats proclamés le dimanche 14 octobre 2018, le délai de contestation expire le lundi 22 octobre 2018. Pour les résultats proclamés le lundi 15 octobre 2018, le délai de contestation expire le mardi 23 octobre 2018. Pour les résultats proclamés le mardi 16 octobre 2018, le délai de contestation expire le mercredi 24 octobre 2018.
Les réclamations sont obligatoirement déposées en 10 exemplaires au siège de la Commission électorale indépendante, 6 à Abidjan, 2 plateaux. Au jour ouvrable de 8h à 20h, la Commission électorale indépendante compte sur le civisme et l'esprit de discipline de tous pour le bon déroulement de cette phase au compte du contentieux de l'élection des conseillers régionaux et municipaux signé du président de la CEI, M. Youssouf Bakayoko. Ailleurs, hors de la Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées lors d'une fusillade ce jeudi à l'intérieur du palais du gouverneur de la province de Kandahar en présence du commandant des forces de l'OTAN. Le chef de la province a été tué lors de cette fusillade en Afghanistan. Les forces de sécurité ont donc bouclé les alentours du palais. Notez par ailleurs que des élections législatives sont prévues ce samedi en Afghanistan et les forces de sécurité sont en alerte. Les talibans, le groupe État islamique, ont annoncé qu'ils mèneraient des attaques. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez ce nouveau présentateur, Kolo Koulibaly, pour le dernier journal. Passez une très belle soirée sur RTI1.